Ah, j'ai compris, ok. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis avec Loane Shaw qui va se présenter. Donc, je suis Christine Valentin. Moi, je suis côté réseau La Poste. Donc, les 8 000 bureaux de poste, les 17 000 points de contact. Et voilà, je travaille toujours de concert avec ma collègue de la direction de l'engagement sociétal groupe, Loane, que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous, merci Christine. Donc moi, comme elle a dit Christine, je suis à la direction de l'engagement sociétal. Donc c'est une direction qui est transverse à l'ensemble des directions et des business units du groupe La Poste. Et donc comme c'est en fait, comme on peut dire, c'est la direction du développement durable, mais avec un positionnement plus fort sur lequel on veut faire plus, on veut s'engager plus sur des choses, on va dire transformantes pour La Poste. Voilà. Donc et je suis surtout sur les sujets d'achat responsable. Mon objectif, c'est de déployer une démarche d'achat responsable au sein du groupe La Poste. Voilà, parce qu'après, on a une direction d'achat qui est effectivement assez conséquente et qui travaille de plus en plus en mode groupe, c'est-à-dire en réunissant les sujets du courrier, de la banque postale et du réseau. Donc, du coup, je vais laisser Loane démarrer. Alors oui, alors comme vous voyez, je voulais vous faire une présentation sur qu'est-ce que c'était le groupe et surtout la nouveauté de cette année en 2021 du groupe La Poste. On est devenu en fait une entreprise à mission depuis le 8 juin 2021. Pourquoi une entreprise à mission? Parce que en fait, ça signifie que on veut vraiment, comme je vous dis, on est dans la direction de l'engagement social, on va aller un peu plus loin. Et donc, on a poussé à ce que notre entreprise devienne une entreprise à mission pour que notre action soit guide tout l'ensemble de nos actions, quel que soit à chacun de nos échelons. Et chacun de nos échelons, l'action est guidée par la prise en considération de l'intérêt général. Et c'est pour ça qu'avec une entreprise à mission, notre gouvernance prend en compte les impacts sociaux et sociétaux et environnementaux dans nos décisions. Par exemple, on a un comité, ce qu'on appelle le comité CQDD, le comité qualité et développement durable, qui est une émanation, en fait, ce sont des membres du conseil d'administration qui siègent à ce comité-là et qui réfléchissent, orientent les décisions concernant tout ce qui est développement durable. À travers cette raison d'être, ça permet aussi de souligner notre raison d'être qui traduit notre volonté d'être au service du bien commun. Je vous ai mis dans le slide, donc notre raison d'être, c'est être au service de tous, utile à chacun. La Poste, entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse des liens essentiels en contribuant aux liens communs, au bien commun et de la société tout entière. Donc là, c'est bien, vous avez bien vu qu'on est vraiment une entreprise comme de réseau, donc on assoit notre positionnement de proximité. Cette raison d'être, elle a été construite pendant 1 an dans un processus de dialogue avec l'ensemble de nos parties prenantes. On a interrogé nos collaborateurs par des baromètres, on a interrogé nos fournisseurs par des panels fournisseurs, on a interrogé les élus aussi et nos clients. Cette raison d'être, elle s'inscrit dans la continuité de nos missions de service public qui sont le service, comme je pense que vous savez, le service postal universel, l'accessibilité bancaire et le transport de la presse et l'aménagement du territoire. Et vraiment, c'est une des missions aussi du réseau que représente Christine. Dans cette raison d'être, on démontre que la Poste va aller plus loin dans l'accompagnement des grandes transitions qui impactent notre société, les transitions écologiques, la transition numérique et les transitions démographiques. Et on veut donner une attention beaucoup plus particulière sur les personnes vulnérables et avoir un impact positif sur la société. Voilà pour le cadre général dans lequel s'inscrit le groupe La Poste dans le cadre de l'engagement sociétal qu'on a. Cet engagement sociétal, tu peux changer de slide, Christine. Elle se décline dans une politique RSE qui engage plusieurs objectifs. Et donc, on a pris 4 engagements spécifiques qui incarnent notre contribution au bien commun. Le premier, c'est contribuer au développement et à la cohésion des territoires, et grâce, bien sûr, à notre réseau de bureaux de poste, mais aussi grâce à l'ensemble des services que peuvent proposer nos facteurs auprès des particuliers. Favoriser l'inclusion sociale, même chose. Le réseau de facteurs, quand il va faire du porte-à-porte au domicile des gens, il va créer ce lien social, mais nos bureaux de poste aussi, en étant ouverts et accessibles à tout le monde, quelle que soit la qualité, les difficultés des personnes. Le troisième pilier, c'est promouvoir un numérique éthique, inclusif et frugal, tout simplement pour justement accompagner cette transition numérique qui doit toucher tout le monde. Et le dernier pilier, bien entendu, c'est œuvrer à l'accélération de la transition écologique pour tous. Et donc, nos piliers, on va travailler sur tout ce qui est énergie et économie circulaire.
Et la politique achat responsable du groupe va décliner l'ensemble de ces 4 piliers dans ses actions. Et Christine va vous donner des exemples pour chacun de ces engagements. Je te laisse la parole, Christine. Oui, on essaie de faire des réglages parce que le micro est très très fort dans la salle et il n'arrive pas à le baisser. Ah, pardon. Allez, non, mais voilà, c'est pas de ton fait. Alors, on a travaillé, ce que vous avez dit, Loane, effectivement, cette raison d'être, on l'a aussi travaillé avec le cabinet des enjeux et des hommes qui nous a aidés. On a eu des présentations super intéressantes avec des enjeux et des hommes sur la raison d'être. Et ils nous ont aussi accompagnés du coup dans cette raison d'être. Alors chez nous, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne s'est pas encore inscrit dans le point de vente commerçant responsable, c'est que chez nous, en fait, on a des achats quand même très nationaux et une partie d'achats territoriaux, mais qui du coup sont vraiment pilotés par les territoires. Donc on a des achats nationaux sur on va dire les ordinateurs, les gros automates, les vêtements des chargés de clientèle, etc. Mais tout ce qui est local et qui contribue, et Loane avait fait une énorme étude sur l'emploi indirect, et grâce à l'étude de Loane, on avait vu qu'on contribuait pour 1 million d'emplois indirects en fait, sur le territoire. Et on a toute cette partie aussi d'emploi sur le territoire, où en fait on va avoir recours, parce que les bureaux de poste étant implantés partout sur le territoire, on va avoir recours à des électriciens, à des menuisiers, à des sociétés de gestion des espaces verts, etc., etc. Et du coup, voilà, on maîtrise, nous, avec Loane, enfin, les achats nationaux, et vers les achats territoriaux, on pousse des bonnes pratiques d'achat vers l'ESS, d'insertion, de recours au secteur adapté et protégé. Et en plus, ils font forcément de l'emploi local et des achats locaux. Alors, notre process, il se découpe de manière assez classique, en fait, dans une démarche achat, c'est-à-dire que, et on essaye de plus en plus de travailler, on essaie toujours de rappeler aux achats qu'il faut qu'on travaille en mode veille, donc qu'il faut qu'ils nous donnent un peu leur calendrier à l'avance. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est vrai que, je pense que vous le vivez aussi dans vos entreprises. Souvent, les acheteurs, souvent il y a un projet qui arrive, c'est finalement très urgent, il faut le lancer. Et c'est pas, quand on n'a pas de temps, c'est pas ce qui permet d'aller chercher soit l'innovation, soit d'aller chercher chez les fournisseurs, en fait, est-ce que au moins 8 fournisseurs sur 10, 9 fournisseurs sur 10 savent faire tel aspect RSE qui est important pour nous et qu'on voudrait demander dans la consultation. Donc, en fait, on a cet aspect veille qui aussi passe par la cartographie des risques. Donc, Loane a travaillé une cartographie des risques achats groupe qu'on a ensuite finalement raffiné au niveau du réseau pour aussi nos familles d'achat réseau, et puis que chaque métier ensuite a travaillé pour regarder, en fait, sur chaque famille, on a un risque brut. Loane pourrait très bien l'expliquer parce que c'est elle qui me l'a expliqué à l'époque. C'était dans le cadre du devoir de vigilance. Et du coup, voilà, on a un risque brut, par exemple, je ne sais pas, sur le nettoyage. On va se dire il est faible, ou il est modéré, ou il est vraiment très important, ce risque. Et ensuite, on va regarder est-ce qu'on a mis un plan d'action en face, est-ce qu'on a fait quelque chose. Et par rapport à ça, on va coter un risque net. Ça, on l'a fait sur toutes nos familles achats. Donc, ça a été un très gros boulot. Loane a fait une cartographie de toutes les familles. Et ensuite, de le faire aussi au niveau du métier, ça a été quand même ça a été important. Et puis, on voit que chacun n'a pas forcément la même appréciation du risque. C'est-à-dire qu'ensuite, quand vous discutez avec les achats et le prescripteur, voilà, c'est bien de poser les choses de manière factuelle parce que certains vont vous dire non, mais c'est bon, c'est maîtrisé. Et puis nous, en face, on va dire oui, mais peut-être pas tant que ça. Donc, c'est bien de pouvoir partager sur une grille factuelle de où on en est, quel est le plan d'action et quel est le plan d'action finalement par rapport aussi à la réglementation. Parce que peut-être que notre plan d'action était super il y a 5 ans, mais avec la réglementation d'aujourd'hui, peut-être qu'il n'est plus tout à fait aussi efficient. Et on fait du sourcing et on regarde de l'innovation. Donc ça, on l'avait fait notamment avec des cartouches remanufacturées, avec Lexmark, c'est-à-dire et d'autres fournisseurs. On s'est reposé la question il y a 4 ans, quand on a acheté des imprimantes et des consommables, de se dire oui, mais enfin, est-ce qu'on n'achète que des consommables de première main finalement? Est-ce que ça ne serait pas intéressant d'utiliser des consommables qui ont avec une deuxième vie? Et donc ça fait partie de toute cette étape de sourcing et d'innovation.
Je mets le club juste derrière parce que on en a eu la preuve il y a vraiment pas longtemps, il n'y a même pas 15 jours, je crois. Merci Jocelyne et Benjamin. C'est-à-dire qu'on a eu toute cette intervention sur Refashion. Et ben nous, ça tombe pile poil au moment où on se repose la question finalement des tenues des chargés de clientèle, où on est en train de rédiger en fait un cahier des charges pour de nouvelles tenues. Donc on avait mis des choses bien sûr en place, mais c'est vrai que d'avoir du coup tous ces éléments du club qui en fait nous nourrissent et nous disent, ben voilà, l'impact du vêtement, c'est surtout la matière première, etc., etc., ça nourrit notre réflexion et nos cahiers des charges. Il y a 3 ou 4 ans, on avait recyclé les gilets des chargés de clientèle quand on a changé de gilet. Voilà, et là, je peux vous parler du textile, mais on a eu aussi le mobilier. Jocelyne et Benjamin ont fait intervenir une entreprise qui avait toute une matériothèque. Bon, ça, c'est hyper riche. Et je sais qu'on a des agendas hyper contraints, mais voilà, on est tous en train d'essayer de suivre tous les Green Day. Hein. Mais en fait, quand on en loupe certains, on se dit oh zut, pour pas dire autre chose, parce que en fait, ça vous alimente de choses qui sont vraiment up-to-date et qu'il faut intégrer dans la réflexion et qu'il faut pousser et amener aux prescripteurs. Voilà. Donc moi, par exemple, la matériothèque, je pense que demain, je vais aller voir mon collègue qui travaille sur le mobilier, et ça va être un élément de discussion pour aller les voir et leur dire, voilà, peut-être que ce qu'on faisait voilà, il y a 5 ans sur le mobilier, c'était très bien, mais regardez là, il y a des nouveaux matériaux. Et ça, les Green Day vraiment nous alimentent là-dessus. Ah, j'essaie de faire bouger. Merci Christine, et j'en profite pour dire que le 9 décembre, au New Retail Forum, Market Value vient présenter la matériothèque dans la salle des prestataires avec l'ensemble des produits et des conclusions dont tu viens de parler. Voilà, donc rendez-vous tous 9 décembre au New Retail Forum à l'usine. Merci. Ouais, je t'en prie, surtout qu'en fait, c'est quand même des. En fait, on peut vivre facilement aussi sur ses lauriers, se dire on a fait un truc génial il y a 5 ans, bon, c'est bon, on a on a regardé la colle du mobilier, on a regardé le bois, on a regardé le poids, parce qu'on transporte ce mobilier, etc. Bon, on est bon. Mais ça évolue quand même très très vite en RSE, on voit tout le temps des évolutions, donc en fait, il faut vraiment se tenir au bout du jour. Ensuite, il y a tout l'aspect marché public. Je ne sais pas si tu veux, Loane, intervenir sur le pilier de la consultation et des marchés publics. La Poste, en fait, on assume un régime juridique qu'on appelle le régime, le code des marchés publics. Donc, on n'est pas une entreprise privée. On a des contraintes réglementaires qui nous imposent en fait ce qu'on appelle une phase de consultation du marché. Et donc, c'est des appels d'offres ouverts où on doit en fait énoncer tous nos critères sur lesquels on va sélectionner l'entreprise. Et donc, c'est assez cadré. Il y a 2 étapes. Il y a une étape, en fait, on va voir ce qu'on appelle l'appel, la mise en marché, ce que vous avez dire la mise en marché, c'est-à-dire on fait une publication d'offres, on dit la Poste va lancer un appel d'offres sur tel sujet. Vous avez tant de temps pour réagir, pour postuler. Ensuite, deuxième étape, lorsque vous avez postulé, on regarde si vous êtes apte à candidater. Vous avez tous les critères de candidature possibles. Si vous avez intégré si vous avez coché toutes les cases de candidature, on vous envoie le cahier des charges et à partir de là, vous allez répondre à notre cahier des charges en nous faisant un dossier de réponse. Sur la base de ce dossier de réponse, on va vous noter, vous évaluer sur certains critères aussi sur lesquels on vous aura communiqué les informations. Voilà, donc c'est assez transparent, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de. L'idée, c'est vraiment d'avoir un marché ouvert et que tout le monde puisse y postuler, quelle que soit sa taille. Et c'est vrai qu'on travaille du coup. Pardon. Vas-y, Christine. On travaille beaucoup avec les juristes parce que c'est vrai. Alors, je ne sais pas quel est le cas dans vos entreprises. Mais chez nous, c'est très, très quand même normé. Il y a des moments où vous avez le droit de parler aux fournisseurs, il y a des moments où vous n'avez plus le droit de parler aux fournisseurs. Et c'est pour ça aussi que toute cette faille de veille est importante, parce que c'est bien d'avoir une analyse documentaire. C'est vrai que c'est bien de recevoir toutes ces réponses et de recevoir les rapports RSE des entreprises. Mais j'ai toujours un peu tendance à dire, c'est bien, mais des fois, certains ont des super services de com aussi et vont vous envoyer un rapport RSE qui est vraiment flamboyant et vous allez vous dire qu'ils sont vraiment géniaux. Et puis finalement, quand vous faites des fois des visites ensuite chez les fournisseurs, vous dites, allez, il y a quand même un petit décalage. Donc moi, j'invite toujours quand même, quand on est dans cette démarche achat responsable,
à, si possible, visiter les fournisseurs, aller dans les usines, regarder les conditions sociales, y compris en France. Parce qu'on se dit oui, c'est toujours, oui, alors c'est toujours dans le bassin méditerranéen, c'est toujours en Chine, en Turquie qu'il y a des problèmes. Non, il y a aussi enfin on le voit d'ailleurs des fois dans les émissions d'Élise Lucet, hein, il n'y a pas que loin dans ces zones-là qu'on peut trouver des soucis et il faut quand même être curieux et aussi amener nos prescripteurs sur site. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, les prescripteurs sur site, ça permet aussi de les faire évoluer dans leur pensée. C'est-à-dire que quand on est tous autour d'une table en train de dire oui, bon, ça serait bien de faire ça, ben, des fois, vos prescripteurs, ils vont vous dire oui, ok, c'est un peu les fous de la RSE, ils veulent un truc qui est trop cher, ils veulent un truc qui est trop compliqué. Nous, sur les cartouches remanufacturées, on nous avait dit non, mais vous êtes dingue, vous allez mettre en panne toutes les machines, c'est absolument pas possible. Et en fait, en emmenant les gens ou alors en faisant des tests, en l'occurrence, les cartouches remanufacturées, on les a testées sur 20 bureaux de poste. Et en fait, du coup, on a pu démonter quelque part l'objection de dire bah, ça met en panne toutes les machines parce qu'aucune machine n'est tombée en panne. Et à partir de là, on a pu commencer à discuter avec toutes les directions qui, avec nous, achetaient ces machines et dire OK, en fait, on peut acheter des cartouches, des consommables remanufacturés. Et on peut en acheter pas que 2 ou 3, mais beaucoup. On n'a pas finalement de risque pour les machines, il n'y a pas de raison de garder ce frein. Vous voyez? Et ensuite, on en arrive en fait à la phase contrat, qui est, j'allais dire presque, c'est pas la plus simple, mais le travail est surtout, aura surtout été fait avant, où on va faire signer notamment des documents sur lesquels Loan va revenir et va vous expliquer un peu cette charte. Tu veux que je passe au slide d'après ou tu veux continuer, Christine? Alors, je continue rapidement. Et puis, le plan de progrès du fournisseur. Alors ça, je ne vous cache pas que c'est ce peut-être sur quoi on n'est pas toujours les meilleurs. Alors, je pense que c'est pareil chez vous, hein. C'est-à-dire qu'on part toujours dans une consultation en se disant, voilà, alors on a fait ça, on est super content, on a mis ça en RSE, on a mis une exigence, on a mis des critères, on est allé visiter les usines, on a de l'innovation. Bon, c'est fait. Et sauf qu'il y a aussi tout le plan de progrès derrière, c'est-à-dire finalement d'être dans le dialogue avec le fournisseur et de continuer à faire vivre ce contrat. Alors pareil, je redonne l'exemple des imprimantes et des consommables. Ça a été exactement le cas. Alors là, on a pu faire un plan de progrès intéressant, par exemple, parce qu'on s'est dit, OK, on met des cartouches remanufacturées la première année du contrat. Mais nous, évidemment, l'équipe RSE, on voulait aussi surtout faire collecter nos cartouches dans les bureaux de poste. Mais là, le fournisseur était peut-être pas prêt la première année. Vous avez aussi la taille aussi et les process de votre fournisseur et vous ne pouvez pas tout révolutionner. Il ne va pas tout révolutionner pour vous tout de suite. Et donc, on s'est mis d'accord pour faire ça en 2 temps. On a dit, bon, la deuxième année, on va travailler sur quelque chose qui permet pour le bureau de poste de renvoyer ses cartouches et pour l'entreprise qui travaille avec nous, que ça ne soit pas à des coûts prohibitifs, que ça ne soit pas trop compliqué, qu'ils aient le temps de réfléchir avec nous au process, donc en se mettant autour de la table en disant qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de malin, qui ne soit pas étouffant pour vous ou pour nous, qui soit bien pour nos collaborateurs et qui soit bien pour vous, l'entreprise qui nous vend les consommables. Et du coup, on est arrivé à une petite éco-box qui transite par flux postal et qui, les collaborateurs, c'est simple, ils ne se prennent pas la tête, ils mettent toutes les cartouches dedans. Et l'entreprise avec qui on travaille, on sait qu'elle les réancre, en tout cas toutes les Lexmark sont réemployées, si elles arrivent en bon état, elles sont réancrées. Et puis ils acceptent même des cartouches de concurrents qu'ils recyclent avec zéro incinération et zéro déchet. Donc voilà, mais on n'a pas demandé aux fournisseurs de tout faire dès la première année parce qu'il faut être quand même, faut raison garder et les fournisseurs, il faut aussi qu'ils puissent évoluer avec nous en fait. Voilà, donc ça, c'est le dialogue fournisseur dont je parlais. Après, il y a bien sûr parfois des audits. Soit les fournisseurs les ont déjà, sur le textile en général, ils les ont déjà. Et toujours ces visites qu'on fait chez nos fournisseurs pour des axes d'amélioration et pour faire des mesures correctives au fur et à mesure qu'on travaille avec eux, parce qu'on se connaît de mieux en mieux. Eux connaissent de mieux en mieux nos bureaux de poste et un peu la complexité du réseau. Et nous, on connaît de mieux en mieux aussi leurs contraintes. Et en fait, en parlant, on arrive en général à trouver des choses intéressantes à faire ensemble. Alors, on voulait vous faire un petit zoom sur ce qu'on fait en matière de droits humains, parce que quand on parle de développement durable, on pense toujours environnement, mais c'est vraiment un pilier sur lequel nous, on veut faire l'accent au sein de la Poste, c'est le sujet de respect des droits humains.
Donc, on a mis en place des clauses dans nos contrats tout au long du aussi de pilotage fournisseur pour que le fournisseur respecte les droits humains dans sa chaîne de sous-traitance. Donc, on a mis des clauses pour prévenir tout ce qui risque d'atteinte grave aux droits humains. Est-ce que ça vous parle, les droits humains, ou est-ce qu'il faut que je développe? En gros, ça va porter sur tout ce qui est risque de travail forcé, le travail des enfants, les risques de harcèlement, les risques de discrimination, les atteintes aux libertés syndicales, de représentation du personnel, d'atteinte à la vie privée, les risques d'atteinte à la santé et sécurité des personnes et bien sûr à l'environnement. Donc, on a mis en place des clauses juridiques. On demande à ce que notre fournisseur mette en place un dispositif d'identification des risques auprès de sa chaîne de sous-traitance, donc en fait une cartographie des risques, comme l'a expliqué Christine auparavant. Et puis ensuite, elle identifie des risques, et elle doit mettre en place le fournisseur doit mettre en place des actions correctives en cas d'atteinte. Puis, on a mis en place 3 outils pour prévenir les risques auprès de notre fournisseur. Le premier outil, c'est on met à disposition des salariés de nos fournisseurs un mécanisme d'alerte. Ça veut dire que chaque salarié du fournisseur peut activer une adresse mail et il envoie un mail disant voilà, dans le cadre de la prestation avec la Poste, j'ai remarqué tel problème de sécurité pour les personnes auprès dans mon entreprise. Il peut envoyer ce genre de mail à la Poste. Ce mail arrive dans la boîte mail de la direction des achats, qui va regarder de quel fournisseur ça dépend, quel est le contrat, et mettre en relation avec l'acheteur pour en tout cas, gérer le problème. Donc ça, ce mécanisme fonctionne depuis maintenant 2 ans. Et on demande à ce que nos fournisseurs, de manière très contractuelle, on demande à ce que nos fournisseurs s'engagent à communiquer cette adresse à nos salariés. Alors, le petit couac depuis 2 ans, c'est qu'on s'est rendu compte il n'y a pas eu d'alerte qui est remontée à travers ce mécanisme d'alerte, et on s'est posé la question, mais pourquoi? Et on s'est dit peut-être qu'une des raisons, c'est que le fournisseur, il sait qu'il doit mettre en place, qu'il doit communiquer l'adresse, mais on n'a jamais fait de contrôle auprès de nos fournisseurs sur est-ce qu'il a vraiment fait une campagne de communication auprès de ses salariés. Donc ça va être, je pense, les actions des années prochaines, c'est comment on s'assure que notre fournisseur communique bien cette adresse-là à ses salariés. Ça, c'est un point d'interrogation chez nous pour l'instant, parce que ça va être quelque chose assez lourd pour nous de mettre en place. Le deuxième outil qu'on utilise à la Poste pour prévenir les risques d'atteinte aux droits humains, c'est un outil qui demande à nos fournisseurs d'évaluer leur niveau de maturité RSE. Donc, comme ça, on sait en fait où les points faibles et les points forts de leur politique RSE, les actions qu'ils ont mis en place. Et à partir de là, on peut mettre en place des plans de progrès avec eux. Donc, des plans de progrès qui sont très intéressants, comme l'a dit Christine. Cet outil qu'on demande à nos fournisseurs de s'auto-évaluer, c'est un outil en fait qui est obligatoire. Ils doivent le faire de manière obligatoire. C'est dans nos clauses. Ils le signent à travers la charte d'achat responsable et nos conditions générales d'achat. Donc, ils s'engagent à faire cette évaluation fournisseur. Et s'ils ne le font pas, ils ont des pénalités de retard et voire, après une mise en demeure, une possible résiliation du contrat. Et puis, en fonction de la note obtenue suite à cette évaluation fournisseur, on a le droit de déclencher des audits documentaires et voire des audits sur site. Et donc, qui vont aussi déclencher des actions correctives et des plans de progrès à mettre en œuvre. Voilà, donc afin de proposer une offre responsable, on met de plus en plus d'exigences environnementales dans nos cahiers des charges, mais aussi on demande de plus en plus à nos fournisseurs de s'engager sur le volet social. Ces actions, vous les avez mises en place dans le cadre du devoir de vigilance ou c'était déjà fait avant? Alors, il y avait des embryons avant, mais on a accéléré le sujet avec le devoir de vigilance, bien entendu. On avait en fait un dispositif de prévention, pas forcément formalisé comme cela, donc ça nous a permis de le formaliser et de le cadrer un peu plus. Et là, l'étape qu'on fait là, dans les années prochaines, c'est justement de formaliser de plus en plus ce sujet-là, de cadrer les étapes clés, les modes de décision, etc. Par exemple, pour le mécanisme d'alerte, c'est parce que là, on a une vision groupe maintenant. Si c'est une filiale de la Poste, si c'est un salarié d'un fournisseur d'une filiale de la Poste qui communique à travers cette adresse mail, c'est la DHA Group qui le récupère. Mais comment derrière, elle va trouver de quelle filiale ça vient. Donc voilà, on est en train de mettre en place tout le système pour avoir cette vision groupe, en tout cas, cette gestion groupe du risque au niveau des achats. Désolée de mes grimaces, c'est parce que j'essaie de baisser le son et je n'y arrive pas. Donc nous, moi ici, on est en boîte de nuit au niveau son, mais c'est pas grave.
Alors, la traduction de tous ces achats au niveau de l'offre, on ne s'en rend pas toujours compte en fait quand on est dans un bureau de poste, mais en fait, toutes les offres de tous les métiers sont travaillées dans ce sens-là. Donc, vous avez, déjà, on a développé une offre timbre vert à validité permanente qui permettent, une modalité d'affranchissement qui du coup permet à votre envoi, à votre courrier de ne pas prendre l'avion et qui arrive en 48 heures sans prendre l'avion à validité permanente. On collabore avec Yann Arthus Bertrand, on fait des timbres sur la Terre et les hommes pour sensibiliser aux éco-gestes, etc. Et puis, vous avez peut-être vu un petit dernier né qui est tout en haut là, de la présentation, c'est la pochette Ipli. Donc, dans le cadre du développement du e-commerce qui, voilà, avec le Covid, a pris énormément d'essor, on propose aux e-commerçants une pochette en collaboration avec Ipli qui est réutilisable 100 fois. Et voilà, et du coup, c'est quelque chose qui, pareil, s'inscrit dans une offre durable, responsable. On a tout le volet de la finance responsable. Là-dessus, on a énormément travaillé. Déjà, la Banque Postale décarbone ses portefeuilles et donc n'investit pas dans voilà, le charbon et des énergies qui seraient des énergies fossiles ou dans des familles qui seraient pour nous jugées voilà, inopportunes, on va dire. On propose à nos clients l'investissement socialement responsable, c'est-à-dire que si des clients veulent acheter finalement des obligations sur des marchés, voilà, sur des marchés environnementaux, les éoliennes qu'on va construire, investir autrement leur argent, ils peuvent le faire avec l'investissement socialement responsable. Bon, ça, on va dire que c'est pour des clients qui déjà sont un peu des clients patrimoniaux et autres. Mais aussi, quand vous êtes client lambda tous les jours du bureau, vous avez le service intérêt solidaire, c'est-à-dire que les intérêts que produisent vos livrets A et autres peuvent être en fait directement versés à une des associations dont on est partenaire. Alors, il y a TD Carmonde, le Secours catholique, le Secours populaire, Crésus, Emmaüs. Voilà, donc on a nos télétons, bien sûr, on a eu les pièces jaunes. Voilà, donc on a toujours des offres qu'on essaie de coupler avec des actions solidaires. Récemment, vous avez peut-être vu des spots télévisés sur les crédits à impact. Donc, on a des crédits consommation à impact et des prêts verts. Donc, on peut acheter un véhicule vert ou hybride, vert, avec la Banque Postale et les émissions de votre véhicule seront compensées pendant 2 ans. Voilà, il y a plein d'offres qu'on ne voit pas toujours forcément dans un bureau de poste, mais qui, au niveau de la banque notamment, sont déployées, et au niveau du courrier colis. Mais on ne se rend pas compte parce que tout le monde, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde qui prend un colis, la poste, se doute bien qu'ensuite, c'est une offre qui est totalement recyclable, que vous pouvez mettre le colissimo ensuite, vous pouvez le mettre dans votre poubelle de tri sélectif. Voilà, on a quand même plutôt des produits vertueux et en papier responsable avec des cols et des encres, avec des encres végétales, des cols qui sont travaillés aussi de manière à ce que derrière ça pollue le moins possible. Et qu'en plus, on transporte avec de plus en plus de véhicules et de triporteurs vous les avez peut-être vus jaunes avec marqué écologique en gros, parce qu'on a un partenariat avec VVF, d'où les petits pandas. Donc, ces offres en plus sont éco-transportées, c'est-à-dire que voilà, l'objectif du groupe, c'est qu'en 2025, on adresse 225 villes d'Europe en étant neutre en CO2, c'est-à-dire qu'on arrive avec des triporteurs, avec des vélos, et que du coup, on ne pollue pas. Et puis, on a tout un segment aussi d'offres sur le numérique responsable. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de clients qui ont des difficultés avec le numérique. Et dans ce cadre-là, en fait, on les détecte. On détecte quel est leur degré de fragilité. Et derrière, avec des associations, avec des médiateurs, avec des ateliers, on les aide à cranter sur ça pour pouvoir de mieux en mieux se servir d'une tablette, d'un automate, consulter leur compte sans être en difficulté, comprendre ce qu'il y a sur leur compte, etc. Voilà au niveau à peu près des offres. Au niveau des équipements, la politique achat responsable, on voit qu'elle se traduit tout de suite sur la carcasse entre guillemets du bureau de poste. C'est-à-dire qu'on réemploie et on recycle un certain nombre de choses dans les bureaux de poste. On recycle nos papiers de bureau, nos cartouches, tous nos déchets électroniques sont repris par nos services internes et on a des contrats derrière.
notamment un contrat en Île-de-France avec une société du secteur adapté. Et on regarde le réemploi également sur certains segments de l'électronique. On achète du papier responsable quasiment à 100% aujourd'hui. Pas toujours du recyclé parce qu'il y a un peu une volonté de la banque quand même de donner un joli papier à ses clients quand ils prennent un gros prêt bancaire, mais on a du papier responsable. On choisit nos équipements informatiques et nos logiciels avec des critères pour que ces équipements, ces logiciels soient peu énergivores, soient numériques responsables, soient accessibles aux gens qui sont en situation de handicap, etc. On travaille avec les territoires sur les économies d'énergie. Donc ça, c'est vraiment en mode territoire, c'est-à-dire qu'on fait remonter des idées d'efficacité énergétique. Donc cette année, on a eu une centaine de propositions et on a eu 22 lauréats. On va leur mettre des têtes thermostatiques, on va leur mettre des régulateurs de chaudière, on va aller mettre des filtres solaires pour lutter contre les périodes de forte chaleur ou au contraire les périodes de froid, en tout cas faire de l'efficacité énergétique, ce qui est quand même pas toujours évident parce qu'on est parfois propriétaire du bureau de poste, mais parfois on est locataire. Et donc, vous voyez, on achète de l'électricité à 100% d'origine renouvelable. Ça, c'est Postimo, notre foncière, qui achète l'électricité d'origine à 100% renouvelable. Et on a un mix en plus énergétique au niveau des bureaux de poste qui est pratiquement 70% d'électricité. Après, on a un peu de gaz. Et on va complètement sortir du fioul. Donc, en fait, on a quelques encore chaudières à fioul, très peu. Et on s'en occupe pour sortir totalement des quelques cas qu'on peut avoir dans le réseau. Et puis, en bas à droite, vous voyez, il y a tout ce que je vous avais dit au départ, en fait. C'est tous les achats locaux qui sont aussi hyper intéressants parce que ces achats locaux, ils font vivre le territoire, ils font vivre des corps de métier dans le territoire et on peut même parfois allotir des marchés, comme on l'a fait par exemple sur Lyon avec le nettoyage. Et donc, on a réussi grâce à une super acheteuse. J'espère que j'arriverai à vous montrer la vidéo. Sinon, vous pourrez aller, s'il y a un lien sur la vidéo, à faire du nettoyage avec des sociétés qui étaient dans le secteur adapté et protégé. Simplement, évidemment, pour adresser ces marchés, il ne faut pas leur demander d'aller faire toute la France ou toute une région. Donc, il faut leur demander d'aller faire un petit territoire, mais en découpant, on y arrive. Donc, voilà la traduction, ensuite vraiment opérationnelle de ce qu'on fait. Au tout début, quand on rencontre les prescripteurs, quand on rencontre les acheteurs, à la fin du fin, ça se concrétise par toutes ces actions, toutes ces offres et ces équipements qu'on peut déployer. Et c'est vrai que le travail, notamment sur les équipements, est très intéressant parce que c'est national. Donc, une fois que vous avez acheté un ordinateur peu énergivore ou dont les logiciels ou des logiciels qui vont s'adapter, etc., eh bien, vous le faites sur tout le territoire, donc l'impact, il est quand même assez puissant. Mais il ne faut pas oublier tout ce que les territoires font et qui ont aussi un gros impact en faisant intervenir des sociétés locales. En accessibilité, je crois que ma collègue n'a pas pu se connecter, mais en accessibilité, on est aussi on a toujours travaillé sur le domaine du handicap, que les collaborateurs comme les clients puissent accéder au bureau de poste. Donc, on s'efforce de gommer les marches, de mettre des bandes de guidage au sol. On met des prises jack dans nos automates pour que les personnes qui sont malvoyantes puissent avoir accès à leurs informations. On met tout en haut, vous voyez, des bornes audio. Et en plus de tous ces équipements qu'on achète, et des écritoires, des tablettes écritoires sur WC, là, le mobilier que vous voyez en bas, surtout, on forme les gens. On forme les gens parce que vous avez du handicap visible, mais vous avez aussi du handicap invisible. Donc, on a des formations en e-learning pour nos équipes pour dire, voilà comment accompagner un client, voilà ce que vous pouvez faire avec une personne qui a une canne blanche et qui a un chien, qu'est-ce que vous avez le droit de faire, vous n'avez pas le droit de faire, avec une personne qui est en fauteuil roulant, avec une personne qui est sourde ou malentendante. Et du coup, cette formation, elle est obligatoire pour tous les collaborateurs du réseau. Et nous avons un site sur lequel on est noté si le bureau de poste est accessible. Donc là, vous voyez, bureau de poste accessible aux clients avec handicap visuel, avec handicap auditif,
avec un distributeur de billets qui est accessible aux clients avec handicap moteur, etc., etc. Donc avant de s'y rendre, on s'efforce de mettre ces informations sur Internet et on est partenaire de J'accède. Donc il y a quelques jours, là, j'ai fait le challenge J'accède. C'est très sympa. Moi, je vous invite à vous connecter à ces challenges. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe où vous êtes dans n'importe quelle ville, vous pouvez, quand J'accède fait son petit challenge, hein, c'est une association qui lutte justement pour permettre aux personnes d'avoir les bonnes informations pour se rendre dans les commerces. Du coup, vous regardez simplement, est-ce que votre Picard, est-ce que votre Monoprix, est-ce que votre bureau de poste, il est accessible. Et ensuite, vous allez sur l'application J'accède et vous dites, voilà, il y a bien une porte il y a bien une porte qui s'ouvre, qui est assez large, il n'y a pas de marche, ou au contraire, il y a des marches. Et vous renseignez, parce qu'en renseignant cet outil, ça permet aux clients qui sont dans ces situations-là de savoir que, voilà, finalement, ils peuvent aller à tel endroit et à tel autre endroit, ça va être plus compliqué. Est-ce que, Christine, tu permets, je voudrais juste rajouter, parce que j'avais participé il y a 3 ans à un projet que vous avez mené que je trouvais super innovant. C'était en fait la mise en accessibilité de votre service après-vente aux personnes sourdes et malentendantes. Donc, les personnes sourdes et malentendantes pouvaient contacter votre service, le service 3631, le service de mise en relation clientèle, par téléphone. Et du fait de leur handicap, ils étaient aiguillés vers une personne qui pouvait parler la langue des signes ou pour les parler en transcription. Et ce qui était innovant, je trouvais à cette époque-là, c'était qu'on avait demandé à un postier sourd de l'autre côté de pouvoir. On avait en fait développé des compétences. Enfin, ce postier sourd de base était facteur et on l'a changé de poste pour qu'il devienne en fait conseiller clientèle et participe à la création de cette plateforme pour les personnes handicapées. Donc, je trouvais ça très intéressant de voir des deux côtés, côté client et côté postier, que le fait autour du handicap, on met en place ce projet-là. Voilà, je voulais vous faire part de ça. T'as raison, c'est vrai que c'était vraiment très sympa. Et là, je ne sais pas si je vais arriver à le partager parce que c'est sur Internet. Tu me diras, Benjamin, si ça marche. Mais c'est un exemple d'achat territorial avec Catherine Morin qui est à Lyon et qui justement a super bien bossé le sujet du handicap, du nettoyage et du ménage et qui a du coup permis au secteur adapté et protégé en fait de travailler avec nous malgré notre taille parce qu'elle a découpé son marché. Je vous montre son témoignage, vous me dites si vous entendez. Et à la Poste, c'est aussi pour moi aider les gens qui sont en difficulté à trouver un emploi et à se... Est-ce que vous entendez? Alors, on entend, mais on ne voit pas. On est toujours sur la présentation PowerPoint. Alors, est-ce que je vais réussir à faire le truc? Je pense qu'il faut que tu enlèves la présentation, Christine, et que tu lances la vidéo. Tu partages la vidéo. Alors, j'espère que... je suis allée dans présentation. Je dois aller dans écran, peut-être? Oui. Écran, partagé. Est-ce que là, vous voyez la personne? Oui. Ah, super. Donc, je redémarre. C'est aussi pour moi... gens qui sont en difficulté à trouver un emploi et à se sentir bien dans leur métier tout au long de leur vie. On est maintenant à plus de 111 bureaux qui sont gérés par le secteur adapté sur notre région. En 2006, on a commencé par mettre en place des prestations de nettoyage pour 6 bureaux de poste qui se situent en Auvergne. On ne connaissait pas trop le monde de l'handicap. Donc, ça nous a permis de voir comment ces personnes-là pouvaient rendre service à la Poste et comment nous, on pouvait les employer. J'ai commencé par mettre en place des contrats de nettoyage des bureaux de poste. Ça s'est très bien passé. Et maintenant, nous travaillons aussi pour la maintenance espace vert, pour la gestion des déchets. En 10 ans, le volume des affaires confiées aux travailleurs handicapés a été multiplié par 10, ce qui est assez conséquent, qui a permis également de ces entreprises de créer des nouveaux emplois, des emplois d'encadrants, des emplois de chefs d'équipe. Ce que j'espère, c'est cette expérience qui a été menée au niveau local va être déployée au niveau national et va être prise dans plusieurs régions pour le nettoyage. Il est prévu également que la maintenance des espaces verts soit reprise à 100% par les travailleurs handicapés à compter de l'année prochaine. Moi, je suis très fière de travailler dans le secteur adapté et trouver des solutions qui ont des difficultés.
le soir, quand je rentre chez moi, c'est vrai que c'est une réelle satisfaction. Et du coup, j'apprécie beaucoup les relations, le climat de confiance dans lequel nous travaillons avec les entreprises du secteur adapté. Alors, j'espère que je suis revenue avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Donc voilà, moi je trouve ça super comme thème. Alors, j'espère que vous avez pu l'entendre, sinon vous pourrez aller sur Internet. Mais je pense qu'aussi, voilà, on a l'impression qu'on fait énormément de choses au national. C'est vrai qu'on en fait plein, mais vraiment les territoires sont aussi agiles dans leur démarche et ils ont à cœur de faire des choses avec le secteur adapté, avec le secteur de l'insertion et tout simplement aussi l'emploi local dans le bassin où ils sont. Voilà, donc il faut aussi rendre à César ce qu'il y a à César. Des gens comme Catherine Morin ont fait évoluer les mentalités parce qu'une fois que c'est compté et une fois que c'est fait, voilà, l'acheteur suivant ou le collègue va se dire bah, tiens, finalement, elle a réussi à le faire, donc moi aussi, je peux aller obtenir ma consultation. Et donc, voilà, je trouve que c'est des exemples super intéressants et qu'il faut, voilà, dont il faut parler pour que ça fasse des émules, ça fasse des petits à côté. Voilà un peu notre démarche responsable au réseau, au groupe et puis sur les territoires. Et si vous avez des questions, avec plaisir, avec Loane, on y répondra. Oui, bonjour, j'ai une petite question. Jean-Christophe Alvergne, Sephora. Vous n'avez pas parlé d'EcoVadis sur est-ce que c'est une plateforme que vous utilisez? Et ma deuxième question, un peu corollaire, comment vous faites sur les marchés fournisseurs type menuisier, électricien, qui sont des toutes petites sociétés, évidemment, souvent des indépendants, pour justement travailler avec eux sur l'approche RSE, parce qu'en général, ils connaissent pas, ils n'ont pas le temps et ils savent pas toujours faire ce type de démarche. Merci. Je réponds pour la première question. Christine, je te laisse la deuxième. Ça te va? J'essaie de faire des réglages. Pour la plateforme d'évaluation fournisseur, en fait, on utilise plutôt la plateforme AFNOR pour l'instant. On est en train de relancer la consultation, donc je ne peux pas vous dire en 2022 laquelle sortira, le candidat qui sortira pour l'instant. Mais on est en train de refaire la consultation. Mais pour l'instant, c'était AFNOR qui nous faisait en même temps la cartographie des risques et l'évaluation fournisseur, avec audit documentaire et audit sur site. Mais entre les deux, il n'y a pas, voilà. Après, c'est une question de modèle économique. Nous, ce qu'on a fait un choix, c'est aussi qu'on a choisi de ne pas faire payer notre fournisseur l'auto-évaluation. C'est nous qui le payons à sa place. Alors que la plateforme d'EcoVadis, c'est le fournisseur qui paye son auto-évaluation. Donc, c'était un choix de notre part pour justement promouvoir et accompagner le fournisseur dans son évaluation, dans son évolution au niveau RSE. Il y a les deux modèles chez EcoVadis. Vous pouvez, en général, effectivement, la plupart des donneurs d'ordre choisissent de faire payer les fournisseurs, mais vous pouvez aussi prendre en charge. Oui, je confirme. Je confirme. Alors, je ne sais pas si je ne vous fais pas une petite galère au niveau de la réunion parce que je ne suis pas hyper forte sur Zoom. Donc, je ne sais plus si vous nous voyez ou pas, mais ce n'est pas grave. Et au niveau des territoires, on a quand même, même si effectivement, c'est des petits. Alors, déjà, au niveau des électriciens, des plombiers, des déménageurs et autres, ils ont quand même, même les petites boîtes aujourd'hui ont quand même à cœur parce qu'ils savent que les grands clients leur demandent d'être quand même vertueux. Mais nos directions d'appui et de soutien territorial, nos DAST, on a aussi formé nos acheteurs. Donc, en fait, ils achètent en regardant aussi, voilà, est-ce que le camion est Euro 5, Euro 6, est-ce que la société de ménage, de nettoyage utilise, de toute façon, on référence des produits verts, mais est-ce que, voilà, en termes de produits, d'horaires, on utilise, on a le bon fournisseur. On a aussi une entreprise qui veille à ce que les personnes et leurs papiers, etc., c'est-à-dire sont en règle. Enfin, en fait, dans les directions d'appui et de soutien territoriaux, ils ont des formations aussi achats responsables. Donc, en fait, ils savent également sur chaque segment d'achat ce sur quoi il faut vraiment veiller en termes de RSE. Et on est en train, au niveau aussi national, de monter en puissance sur des catégories managers qui seront vraiment spécialisés dans leur famille achat. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une des chances à la Poste, c'était que vous pouviez aussi changer de métier. Mais du coup, changer de métier. On pouvait perdre à des moments quelqu'un qui a une expertise sur quelque chose et on s'oriente maintenant au niveau national sur vraiment des catégories managers qui seront vraiment le spécialiste du mobilier. On a des spécialistes du reste, bien sûr, sur le transport.
Et donc, forcément, ils savent quel est l'état de l'art du marché et ce qu'on peut demander au niveau RSE au marché, en fait. Alors, je ne sais pas du tout si vous me voyez, je ne manie pas très bien hein, l'outil Zoom, mais… On te voit, on t'entend. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Albert? Ça répond à ma question, mais en fait, moi, je trouve que voilà, vous avez une démarche qui est assez aboutie. Et nous sommes en difficulté vis-à-vis de ces marchés fournisseurs. C'est pour ça que ça m'aurait intéressé d'avoir une réponse un peu plus précise, si je puis me permettre. Parce que pour nous, on a souvent des fins de non-recevoir de ce type de marché fournisseur. Alors, vous avez effectivement, et je pense, une population d'achat qui est bien plus nombreuse et bien plus localisée que la nôtre. Mais il n'empêche que quand vous avez je le répète, hein, des marchés fournisseurs type électricien, ce que vous avez cité, donc des professions très locales, des métiers très locaux, pardon, vous avez beau avoir les acheteurs formés, quand ils veulent pas, ils veulent pas. Quand ils savent pas, ils savent pas. Donc, ça veut dire que ça prend du temps. Et donc, je suppose que vous prenez le temps et vous avez le temps de le faire. Nous, c'est pas notre cas. Donc, c'est pas tout le cas, hein, on n'est pas dans un monde parfait et tout. Donc, non, mais bien sûr. Malheureusement, effectivement, on n'a pas des peut-être pour spécifier aussi notre organisation, les travaux immobiliers aussi, on a une filiale immobilière qui s'appelle Postimo, qui aussi fait qui est en fait la maîtrise d'œuvre pour les travaux immobiliers. Et elle a une exploitation assez régionale, c'est-à-dire qu'elle a une vision très fine de son territoire aussi. Donc, on a en fait des pôles de Postimo qui sont partout sur le territoire et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on la différence et que leur marché. Ok. Mais c'est vrai, c'est une excellente question parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui nous échappent aussi. Hein. On n'a pas des Catherine Morin partout sur toutes les villes. Hein. Mais en tout cas, on s'efforce de dupliquer les Catherine Morin, ne serait-ce qu'en faisant cette petite vidéo et autres et partager avec d'autres acheteurs pour que les acheteurs en territoire se disent en faisant de telle ou telle manière, finalement, je peux y arriver. Et puis, heureusement, on a aussi des contrats nationaux sur certaines choses qui forcément, du coup, voilà, tous nos équipements IT sont repris d'une certaine manière, valorisés d'une certaine manière, parce que là, c'est un contrat national. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté réelle, vous avez raison de la souligner, sur les achats locaux, puisque ça dépend à chaque fois du bassin et de l'acheteur et du prescripteur. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Christine? Je ne sais pas si déjà au niveau de l'offre, c'était assez visible, nos offres responsables, mais je pense que voilà, c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas vraiment parce qu'on n'est pas vraiment comme dans on va dire un magasin de taille moyenne ou grande, donc on n'a pas des énormes écriteaux aujourd'hui. Aujourd'hui le merchandising ne nous laisse pas forcément écrire partout que c'est vert, mais finalement on a une offre assez verte, hein, comme vous le voyez. Oui, effectivement. Non, mais c'était super intéressant. Du coup, De toute façon, s'il y a des questions plus tard, on sera avec plaisir, on y répondra. On est heureux de partager déjà avec vous ce qu'on arrive à faire, ce qu'on n'arrive pas à faire. De toute façon, il faut continuer à travailler. Hein, c'est une démarche d'amélioration continue, la RSE. Donc voilà. Et convaincre toujours, et toujours être assez proche des acheteurs et des prescripteurs. Parce que c'est ça le vrai boulot de travailler bien avec eux pour que derrière, ça puisse se concrétiser, quoi, en fait. Hein. Et ça fait beaucoup de prescripteurs chez nous. Parfait. Du coup, Christine et Loane, si on me demande vos coordonnées pour d'autres questions, vous êtes d'accord du coup, pour que je les transmette? Avec plaisir. Avec plaisir. Ok. Super. Bon, du coup, on va passer à la suite. Est-ce que je dois faire quelque chose, Benjamin? Oui, il faut que tu arrêtes le partage. Normalement, en haut de ton écran. Je vous laisse parce que j'ai une réunion qui commence, mais merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Loane. Alors, hop, je vais vous partager la suite. Sorti. Donc, je pense que je vais me reconnecter ailleurs. De mon bureau. À tout de suite. À tout de suite, Christine. Hop. Parfait. Alors, pour la suite, du coup, avant de se lancer dans l'échange et la co-construction de notre fiche sur les achats responsables,
Avec Vincent, on a travaillé sur donc, de SGS, hein, sur un petit quiz pour essayer voilà, de lancer un petit peu les discussions. Alors, pour répondre à la première question, donc, quelle est la part des achats dans le chiffre d'affaires d'une entreprise? Est-ce que vous avez une idée? Alors, du coup, j'attends que les gens répondent. Colline, est-ce que tu as 75. 75? Alors, pardon, hop. Presque. Du coup, ça représente 50% en moyenne. Ça dépend un petit peu des secteurs, mais voilà, sur l'ensemble des secteurs, on est à peu près sur 50-51% dans le chiffre d'affaires. Et voilà, suivant les secteurs, ça peut être un peu plus. Dans les services, on est un peu moins. Et dans l'industrie où on achète énormément de matière, du coup, forcément, ça représente beaucoup plus. Alors, quel est le coût des retards de paiement sur une année pour les petites et moyennes entreprises en France? Un milliard? 1 milliard. Et on en est loin. Ça représente 15 milliards chaque année, ce qui est assez énorme. Donc là, c'est des chiffres que je vous ai donnés, qui sont affichés, qui viennent de l'Observatoire des achats responsables, qui date de 2020. Donc on peut voir effectivement que on a quand même 67% des entreprises qui arrivent leur facture en retard, qu'en moyenne, il y a 15 jours de retard dans le paiement. Donc voilà, c'est quand même assez important. Donc, quand on est une entreprise responsable, ça fait partie des points qu'il faut assurer. Dernière question. Quel pourcentage des entreprises est impliqué dans les achats responsables ont vu leur classement s'améliorer dans les indices financiers verts? 35%. 35%. Autre réponse? 45. Effectivement, on est plutôt sur 45% des entreprises qui ont vu leur classement s'améliorer dans les indices financiers verts. Et on voit aussi que les indices financiers, donc tout ce qui est ESG, donc environnement social et gouvernance, montent vraiment en puissance et que du coup, depuis des années, les investissements responsables ne cessent de grandir et de progresser. Donc, c'est aussi important pour les entreprises d'être engagées dans les achats responsables pour continuer de performer sur les indices boursiers et notamment les indices verts qui ne cessent de se développer et de grignoter un petit peu la place des autres investissements. Alors, on va commencer notre travail un petit peu du coup de co-construction. Donc là, ça va être à vous de parler un petit peu, donc de nous expliquer, de nous dire un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous communiquez, qu'est-ce que vous aimeriez communiquer sur ce sujet en magasin pour pouvoir répondre aux questions clients. Qu'est-ce que vous souhaitez raconter sur vos achats responsables, puisqu'on a vu que c'était très riche, hein, toutes vos démarches, mais malheureusement, on ne peut pas tout communiquer sur le point de vente. Comment est-ce que vous voudriez qu'on organise et qu'on illustre cette fiche action pour qu'elle soit lue par les équipes? Quel support est-ce qu'on utilise? Est-ce que c'est une fiche? Est-ce que c'est un tuto? Est-ce que c'est une vidéo? Voilà, dites-nous un petit peu ce que vous en attendez pour être le plus pertinent et le plus efficace possible pour justement apporter cette matière sur le point de vente. Est-ce que quelqu'un veut commencer et se lancer? Benjamin, nous, côté réseau, je sais que j'avais proposé plusieurs fois des stop rayons. Tu sais, les stop rayons, c'est des petites choses
qui se coincent entre guillemets sur la gondole et qui dépassent un peu Oui. pour indiquer que l'enveloppe prêt-à-poster était en papier responsable, avec des encres végétales. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on m'a dit, c'est oui, mais en fait, il y a des choses à mettre au niveau commercial, il y a une promo sur la poste mobile, il y a... Et le deuxième souci de ça, c'est que les stop rayons, c'est relativement petit. Et du coup, on ne peut pas vraiment mettre, parce que si on veut vraiment mettre l'élément de preuve pour écrire ne serait-ce que 100% enveloppe en papier responsable, ça prend déjà de la place. Donc, c'est un petit peu la difficulté, c'est comment... voilà, nous, on a pu faire un petit film dans les bureaux de poste, mais qui est plutôt sur la démarche générale RSE du groupe La Poste. Mais sur le point de vente lui-même, je trouve que c'est assez complexe et en plus, il faut que le Alors, merchandising soit d'accord avec tout. c'est pas forcément pour mettre dans le point de vente, c'est plus apporter la connaissance au D'accord. personnel en point de vente pour qu'il puisse répondre aux questions des clients. Ah oui, ça, nous, on a fait des quiz avec des réponses à objections et même avec des... Moi, récemment, j'ai fait des petites questions à piège, en fait. D'accord. Parce que je me suis dit, par exemple, que nos chargés de clientèle n'ont pas forcément compris, ni les clients, pourquoi on a mis des pandas, on a des dessins de pandas sur nos colis, hein. Et donc, j'ai fait, à l'occasion de la semaine du développement durable, j'ai envoyé des petits quiz avec des bonnes et des fausses réponses Mhm. pour dire au guichet, enfin, globalement, est-ce qu'on est en train de sauver les pandas dans je ne sais quel pays ou en fait, ça veut dire autre chose, ce partenariat avec WWF. Et voilà, et pareil, je leur ai mis des informations sur les produits de manière à ce que quand ils ont un client, ils puissent répondre. La neutralité carbone, le papier responsable, qu'ils aient des éléments pour répondre. D'accord, ok, super. Et du coup, ça, c'était sur format papier, format numérique? Ça, c'était en format numérique. C'était un document mis en ligne pendant la semaine du développement durable avec des quiz et les réponses, avec des réponses un peu farfelues exprès pour que finalement ça les réveille un peu et puis ils disent ah oui, ok, d'accord, ça veut dire, voilà. Ça permettait de se redire, tiens, au fait, on peut dire ça au client et ce qui est vrai, ce qui est faux. Ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Alors moi j'avais une question du coup pour la Poste. Est-ce que vous en faites du coup vous les incitez à en faire un argument de vente? En fait, on les incite à en faire plutôt un élément de fierté d'un collaborateur qui travaille dans une entreprise engagée et qui sache que voilà, c'est une entreprise qui a des valeurs et concrètement comment ça se traduit. Et ensuite, pour la vente, c'est plus en fait dans une logique soit de réponse à objection, parce que des fois, on a des clients qui disent ah ouais, mais bon, vous polluez, vous envoyez des lettres et autres, et la neutralité carbone, ça leur passe au-dessus, ils n'ont pas forcément voilà, vu ce qu'il y avait marqué sur nos sites. Et donc, c'est souvent des éléments un petit peu de réponse à objection. Et puis, aujourd'hui, on n'a pas passé vraiment le cap des arguments de vente parce que, effectivement, alors là, c'est plutôt sur le côté espace de vente. On a voulu vraiment rendre les bureaux de poste assez épurés, mais du coup, il n'y a plus trop de place pour la communication, entre guillemets, verte. Donc, soit c'est effectivement le chargé de clientèle qui porte ce message, ou le conseiller financier, conseiller bancaire, qui parle de toutes les solutions de financement responsables. Ouais, on a le même souci en termes de communication sur le point de vente. Ouais, c'est pas simple, hein, c'est pas simple, ouais. Non, si on Pas veut simple, surtout qu'en expliquer... fait, il y a des sujets qui sont trop complexes. La neutralité carbone, c'est un petit peu long. Mais par contre, le WWF, c'est simple à expliquer. Piège jaune aussi. L'investissement socialement responsable, là, il faut être avec le conseiller bancaire parce qu'on ne peut pas l'expliquer en 2 secondes, en fait. Oui, tout à fait. Non, Et mais alors, c'est pareil. Sur les produits qu'on vend, c'est pareil. On aimerait bien pouvoir expliquer au client ce produit-là, pourquoi il a une meilleure note que celui-ci, et l'expliquer dans le détail, mais c'est que concrètement, en termes de place, on ne l'a pas, quoi. et alors, du coup, comment vous faites, vous, Pauline, chez Bureau Vallée, pour former vos vendeurs sur votre démarche achat responsable? Alors, pour l'instant, on ne fait pas, on fait peu. Ouais. Et c'est justement ce qu'on cherche à développer. Là, on est parti sur l'idée d'essayer de faire un e-learning parce qu'on a aussi le souci qu'on ne peut pas imposer les choses aux salariés des franchisés. Donc, on va voir comment on peut s'organiser pour essayer de faire en sorte que ça se déploie un maximum.
Mais je pense qu'on va devoir utiliser argumentation pour la vente parce que c'est ce qui va percuter le plus au niveau des magasins pour essayer d'en avoir le plus. Ouais. Mais après, le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de chaque produit pour leur expliquer pour chaque produit les choix qui ont été faits, etc., quoi. Pourquoi tel produit est mieux que celui-ci, etc. Il va falloir qu'on D'accord. trouve une manière plus générale. En gros, là, l'idée, c'est d'expliquer notre notation, la notation qu'on a mis en interne, qui existe depuis très longtemps, mais qu'au final, les collaborateurs des magasins savent pas ou peu expliquer. Ok. Est-ce que tu peux, juste pour que tout le monde sache, dire en quelques mots justement ce que c'est votre système de notation des produits? Oui, alors, donc en fait, c'est une espèce de plateforme externe qui est gérée donc, par un prestataire externe. À une certaine époque, c'était l'AFNOR, maintenant c'est Greenflex, avec toute une série de questionnaires qui correspondent à des catégories de produits. Donc, on va avoir un questionnaire pour le papier, un questionnaire pour les imprimantes, pour les stylos, pour voilà, plein de choses. Donc, chaque questionnaire est adapté à cette catégorie de produits. Et en fait, on interroge tous nos fournisseurs sur tous les produits que l'on référence chez nous pour qu'ils répondent à ce questionnaire qui leur pose des questions sur... donc, il y a une partie réglementaire, il y a une partie conception du produit. Sur un stylo, on va demander les encres, ils vont perdre des points si les encres sont toxiques ou pas. Enfin, voilà. Il y a une partie aussi origine du produit, une partie environnement, c'est-à-dire plutôt l'usine. Est-ce qu'ils ont mis en place des choses, du tri des déchets, jusqu'à quel point ils sont allés loin. Il y a une partie sociale aussi. Est-ce qu'ils ont mis en place est-ce qu'ils ont comment on appelle ça, des chartes euh, responsabilité humaine, alors le niveau le plus haut, c'est s'ils sont labellisés SAH 8000. SA 8000. Ouais, merci. Et voilà, et du coup, à partir de là, ça leur donne un certain nombre de points sur 100 qu'on reconvertit en notes allant de A à E. Et du coup, en fait, les produits sont classés entre eux dans leur catégorie. Donc, on va avoir des stylos A à E. Et pareil, on peut avoir un ordinateur A parce qu'il est classé par rapport au questionnaire des ordinateurs. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, on aimerait que nos franchisés, collaborateurs en magasin, etc., sachent mieux l'expliquer aux clients et sachent l'utiliser parce qu'en fait, on a les acheteurs qui font un travail de référencement pour référencer de plus en plus de produits, disons, mieux notés. Et l'idée, c'est aussi de promouvoir la vente de ces produits-là par rapport aux autres. Donc, voilà. Ok. Donc, pour l'instant, e-learning. D'accord. Et est-ce que du coup, tous les magasins ont accès enfin, tous les salariés des magasins ont accès à un ordinateur pour pouvoir se former en e-learning? Oui. Ouais. Et toutes tous les produits, est-ce que vous avez du coup une fiche qui explique justement pourquoi est-ce qu'il a eu cette note? Non. D'accord. Non. Bah, parce qu'en plus, comme c'est géré en externe, Ouais. et qu'on le fait vraiment sur tout notre catalogue. Donc, il y a 30 000 références, quoi. C'est vraiment la référence bleue, verte, rouge, tout est noté. D'accord. Donc, ça, Ok. il va falloir qu'on trouve des solutions plus générales, en fait. Ok. De l'autre côté, on est aussi passé par, je me souviens, à un moment donné, par une petite vidéo, parce que, enfin, j'aurais tendance à dire que si quelque chose ne s'énonce pas clairement et n'est pas si simple déjà pour nous, bah, le vendeur, il ne va pas en parler, en fait. Et du coup, je me rendais compte que l'investissement, par exemple, socialement responsable, ce n'est pas si simple d'en parler. Et donc, on avait fait une petite vidéo, entre guillemets, factice, entre un faux client, un faux vendeur, etc. Et pour leur mettre en main, en fait, finalement, et que les conseillers financiers et conseillers bancaires, ils puissent se dire, ah ben voilà, déjà, et qu'ils découvrent plus le produit, qu'ils sachent mieux, du coup, en parler,
parce que ce n'est pas forcément le produit qu'ils vendent tous les jours. Donc, forcément, on va vers ce qu'on connaît. Voilà, les gens vont demander un prêt, vont demander classiquement certains produits, beaucoup plus que celui-là. Et en fait, cette petite vidéo, elle avait pour vertu, du coup, de leur donner très simplement les arguments de vente et les clés sur ce produit-là et qu'ils puissent se sentir à l'aise pour en parler. Ouais, c'est pas mal. Donc avec des acteurs quoi, qui jouent des rôles, quoi. Écoute, de mémoire, c'était mon camarade de bureau qui avait joué le client. On avait pris un vrai conseil bancaire, mais c'était voilà, mon collègue de bureau. Moi, j'avais écrit le script avec le collègue, et puis on avait, du coup, mais finalement, ça avait bien marché. Parce que c'est vrai que la réticence à en parler, c'était qu'en fait, ils ne le vendaient pas assez souvent pour être super à l'aise. Et la vidéo, finalement, c'est un peu l'ISR pour les nuls. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller se lire une plaquette de 3 pages sur l'ISR ou des tonnes de pages sur le produit, tout de suite, ils avaient beaucoup plus. C'était plus facile. Ouais. Je trouve que c'est une excellente idée. On avait eu un petit peu cette idée justement pour cette fiche. Hein. C'était je ne sais plus qui avait parlé de ça d'ailleurs, mais c'était de créer effectivement une petite vidéo sur un point de vente hein, avec un client et un vendeur, hein, en ayant bien évidemment préparé les choses et en organisant un peu pour leur montrer que bon voilà, c'était pas si compliqué que ça, quoi, les mettre véritablement en situation. Alors bien doser les mots et tout, et c'est là qu'on a vraiment du travail à faire dans les éléments de langage, parce que nous, il n'y a rien à faire, on parle un langage précieux, j'allais dire, dans tous les sens du terme. Mais bon, voilà, il faut essayer, mais le fait de pouvoir mettre des petits tutos comme ça, des petites vidéos, et les mettre véritablement en situation dans leur décor, en fait, je pense que ça peut être une excellente solution. Oui. Et puis, je pense qu'en fait, aujourd'hui, alors surtout quand on va être sur des générations de jeunes postiers, mais les gens, il y a quand même énormément d'informations. Dans un bureau de poste, il y a la poste mobile, il y a des tas de produits. Si l'information n'est pas poussée de manière courte, il faut aller chercher dans l'internet de la banque postale, l'ISR, la fiche produit, la lire, etc. Bon, c'est quand même, peut-être que chaque conseiller bancaire n'a pas la volonté dès qu'il se lève le matin d'aller lire la fiche de l'ISR. Tandis que s'il a une petite vidéo un peu rigolote, voilà, je pense qu'on est tous plus ou moins, entre guillemets, feignants sur certains aspects. Et quand en plus, on ne vend pas le produit tous les jours, voilà, il faut aussi leur faciliter les choses, les rendre un peu ludiques. Oui, non, ce n'est pas leur job, effectivement, de passer du temps à aller chercher, comme tu dis, des fiches, à les lire. Bon, voilà, puis après, tu as l'esprit qui effectivement, par moment, est plus réceptif que d'autres. Donc, le fait de voir une mise en situation, je suis certaine que tu as tout à fait raison et je trouve ça très bien. C'est à mon avis, beaucoup plus formateur, c'est le cas de le dire. Et on est à l'heure de la vidéo. Alors après, des fois, on nous autorise, des fois, on ne nous autorise pas, mais ils ont quand même énormément de notes. Il y a plein de notes, il y a plein de consignes, il y a plein de règles, de principes. Et donc, voilà. Et aussi, on peut les sensibiliser. Moi, régulièrement, j'essaie de remercier les collaborateurs parce qu'on a un petit support qui va tous les mois dans les bureaux de poste et qui leur dit, tiens, il faut retirer telle affiche, enlever tel timbre, faire ceci, faire cela. Et je leur dis, ouais, merci, grâce à vous, on a collecté 300 tonnes de carton, merci beaucoup. Parce que c'est vrai, aussi, ils font des éco-gestes, mais leur faire le retour, parce que c'est pas moi qui le fais, c'est pas Loan, c'est quand même tous ces bureaux de poste qui le font, et c'est pas toujours facile suivant les politiques de la ville. Donc, on leur dit, super, merci, on a pu réancrer 95% des cartouches Lexmark, génial, quoi, en fait, et merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Non, mais tout à fait. Les mettre en situation, c'est aussi valoriser leur métier et valoriser ce qu'ils font. Et ça, c'est hyper important, bien sûr. Ok. Je sais pas, peut-être Gladys, chez Courir, comment est-ce que ça se passe chez vous? Comment est-ce que vous souhaiteriez justement communiquer ce sujet auprès des points de vente? Aujourd'hui, chez Courir, on est en justement, en plein travail justement sur l'écriture de notre politique achat responsable.
Donc, courir aujourd'hui, on est distributeur de sneakers. Donc, c'est vrai que la problématique, c'était de se dire, voilà, comment on peut communiquer auprès des clients pour se dire, ben, voilà, nos produits sont, comment communiquer auprès de nos clients que nous sommes dans une démarche d'achat responsable en sachant que les sneakers sont produites en Asie et viennent en avion. Donc, du coup, il y a un réel travail aujourd'hui qui est fait avec les marques qui commencent à concevoir aussi des sneakers avec des éléments dits éco-responsables. Donc, il y a des idées du travail qui a été mis en place notamment par notre direction marketing avec les marques, avec la création de labels particuliers propres à courir et les marques pour désigner certains articles dits éco-conçus. Voilà, les articles dits un peu vegan, des choses comme ça, avec des petites trames conçues par le service marketing. Derrière, nous travaillons sur la charte, l'écriture de notre charte achat responsable. On retrouve un peu tous les points donc environnementaux, les piliers en fait d'une politique achat responsable, environnementaux, sociétal, environnementaux. Et l'idée, en fait, notre objectif, ce sera aussi de faire signer cette charte et de l'imposer à nos fournisseurs existants et les fournisseurs qui seront potentiellement sourcés ou qui seront consultés. Voilà, selon les catégories et familles d'achat qui seront travaillées. Donc voilà, il y a toute une réflexion là-dessus. Et en parallèle également, on commence à parler beaucoup d'inclusion. C'est quelque chose qui est très important aussi au sein de Courir. Et l'idée, c'est demain arriver à intégrer des sociétés adaptées dans les consultations. Donc, du coup, je rejoins la question qui a été posée initialement par Sephora. J'ai oublié le nom, excusez-moi, Jean-Christophe, je crois. Pas le nom de famille. Où effectivement, aujourd'hui, c'est assez compliqué. On se bute, on se heurte à des prestataires qui sont parfois locaux, petits, où il est compliqué, effectivement, de savoir s'ils entreprennent une démarche responsable ou ce sont des entreprises indépendantes parfois compliquées. Voilà. Ok. Et du coup, pour former un petit peu justement vos agents, vos vendeurs en magasin sur justement ce label que vous êtes en train de développer en interne, comment est-ce que vous avez pensé le faire? Alors aujourd'hui, je n'ai pas l'information à vous apporter sur ce sujet-là. Mais ces labels seront, chaque article en fait, sur chaque article sera apposé en fait ce type de label qui sera co-créé en fait avec les marques en fait. Donc à la date, j'ai pas plus d'informations là aujourd'hui à partager sur cet aspect-là. Voilà. Ok. Merci. Merci à vous. Je pensais aussi, Benjamin, il y a tout ce qui est, on l'a fait, on a fait ça il y a 2 ans ou 2 ans et demi, un film qu'on a passé dans les 1600 bureaux de poste qui ont un écran et qui était sur les engagements développement durable, parce que comme je disais, ce qui est compliqué, c'est que c'est assez long d'expliquer quelque chose parce qu'il faut donner la preuve et pas juste dire oui, on est vert, faut dire le papier est comme ci, les encres sont comme ça, l'électricité vient de là, etc. Et donc, on avait eu le droit de faire un tout petit spot, parce qu'on est toujours limité à 30 secondes dans les bureaux, donc c'était quand même pas évident déjà d'aboutir à la diffusion, mais sur nos engagements, les grands, on va dire, engagements RSE, et du coup, les clients qui passaient, avec des images, on avait dit volontairement, on veut des images assez détendantes et assez sympas, et voilà, et du coup, ils voyaient que, on achète 100% d'origine d'électricité d'origine renouvelable, etc., dans un petit spot, Et c'était aussi une solution pour pousser l'info vers les clients. Ok.
D'ailleurs, justement, on a vu que les achats responsables, ça recouvrait quand même énormément de domaines. À votre avis, quels sont les peut-être deux domaines sur lesquels il faut communiquer auprès des clients pour justement les informer un minimum, mais ne pas non plus les noyer dans toute cette information? Je pense que c'est l'offre qui les touche en tout premier. Enfin, même si c'est intéressant, l'énergie et autres, mais ça ne les touche pas, ça ne touche pas leur acte d'achat, ce qu'on achète comme énergie, si tu veux. C'est super, c'est chouette pour le climat, mais ça ne les touche pas au premier chef. Par contre, ce qu'ils achètent, ça, c'est… Mais c'est quelque part là où c'est le plus difficile, parce que quand on a peu d'espace et que c'est beaucoup dédié au commercial, arriver à insérer un petit stop rayon, une petite affiche, ben voilà, c'est pas évident. D'accord. Ouais, je suis d'accord. L'offre et les services. Ok. Plutôt sur les aspects environnementaux, sociaux, sociétaux? Il faut faire les trois Les trois. en sens. C'est l'essentiel. Voilà, je rejoins effectivement Christina. Aujourd'hui, il y a des actions visibles. Pour un consommateur lambda, ce qui va le toucher, c'est l'offre. Et après, il y a les actions, pour moi, invisibles, qui passent par les directions achats sur le fait de qui passent par le référencement, le travail qui sera mené auprès des fournisseurs qui vont accompagner du coup l'entreprise. Voilà, pour moi, il y a deux volets. Mais pour répondre à la question, effectivement, il va falloir communiquer pour moi sur les trois piliers auprès du consommateur, effectivement, client final. Ok. Violaine, chez Camailleux, du coup, comment ça se passe que vous avez travaillé en plus aussi sur l'affichage environnemental chez vous? Comment est-ce que ça s'est passé pour la formation des équipes? Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Déjà au préalable et avant l'affichage environnemental, pour essayer de formaliser tout ce qu'on mène comme action et pour essayer justement d'avoir une communication qui soit plus responsable, dans laquelle on peut emmener nos parties prenantes et donc majoritairement collaborateurs et clientes, on a déjà écrit, on a symbolisé ça avec un programme qui s'appelle Camailleux en mieux. Pour essayer de montrer justement des avancées et des preuves à nos clientes. Et donc ça, déjà, on l'a formalisé. Donc ça, c'est important et c'est relayé dans un espèce de mur d'engagement qu'on est en train de mettre dans nos magasins. Alors déjà, dans tous les nouveaux concepts, et on est en train de le développer partout et on a retravaillé complètement aussi notre site parce que nous, on sait qu'elle passe énormément forcément par Internet pour aller voir ce qu'on fait. Donc ça, déjà, on l'a fait. Et à l'intérieur de ce programme Camailleux en mieux, en effet, on est en train de prioriser certains sujets, dont l'affichage environnemental. Et alors là, je dirais qu'on travaille un peu au sujet aujourd'hui. Donc forcément, on conçoit. Donc par exemple, sur l'affichage, on a travaillé là sur cette collection sur la moitié de nos produits qui ont donc une note qui va prendre en compte les grands impacts RSE. Donc c'est 16 impacts. On a travaillé évidemment. On ne vous entend plus. Oui. Violaine, du coup, on a été… De mon côté non plus, ouais, on n'entend plus rien. Peut-être un souci de connexion. Pendant qu'elle se reconnecte, Violaine, Benjamin, je pensais aussi à tout ce qu'on a eu d'intéressant avec la ruche qui dit oui. Hein. Ils avaient quand même des peintures sur lesquelles ils mettaient peinture éco-conçue, ils avaient des choses dans les bacs. Enfin, c'était quand même hyper bien fait. Hein, et je trouve que c'était très accessible du client. Effectivement. Juste une question, en attendant que Violaine se reconnaisse. Sur quels aspects avez-vous travaillé avec la ruche qui dit oui? Vous avez évoqué la peinture. C'est dans des ateliers qu'on a abordé du coup ce sujet sur un Green Day également. Où, du coup, notre partenaire Market Value a travaillé avec la ruche qui dit oui, parce qu'ils ont décidé de créer des points de vente aujourd'hui. Et donc, du coup, ils ont travaillé avec eux sur justement l'aménagement du point de vente et comment est-ce qu'ils peuvent aussi communiquer auprès des clients les actions qu'ils font. Donc, par exemple, effectivement, sur les murs, ils avaient des peintures naturelles,
Du coup, c'était écrit. Ouais. Et sur les prix, je me souviens, ils avaient aussi sur les produits. Ouais. Et sur les produits, ils mettaient que, la pomme de terre, la carotte venait de moins de 2 km, achetée en local. Enfin, c'était très parlant. D'accord. Un petit peu ce que faisait Monoprix aussi à une époque, sur le thème de l'humour d'ailleurs. Mais c'est vrai que il y a plein de véhicules en fait qui se dirigent vers le consommateur et qu'on peut utiliser pour passer des petits messages qui, à force de passer, effectivement, finissent par être lus, par être regardés. Donc, c'est vrai que la ruche qui dit oui, c'était sympa parce que tu te retrouves dans un environnement et en fait, tu comprends que du sol au plafond, en passant par les produits, il y a des choses qui sont faites. Voilà, et c'était ça qui était intéressant dans le concept, en fait. Hein. Ouais, la répétition était sympa. Mm. Du coup, Violaine, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, mais je ne sais pas où j'ai été coupée. Je n'ai même pas vu que j'ai été coupée. Alors, du coup, tu étais en train de nous parler des 16 impacts RSE que vous Oui. utilisiez Donc, pour en l'affichage fait, environnemental. voilà, donc sur la moitié de nos produits, donc toute la démarche, je vais dire, amont est faite. Il reste maintenant à voir comment on va le communiquer. Donc, on a décidé en première étape de le faire, je le disais, sur notre site internet. Parce qu'on peut le faire sur tout, alors qu'on ne peut pas encore le faire au produit, même si c'est la volonté pour la suite, hein, parce qu'il faut donc l'anticiper au niveau de l'étiquette prix du produit. Donc, ce sera notre deuxième étape. Et en fait, on a choisi de valoriser 3 impacts particulièrement, parce que c'est trop compliqué sinon pour les clients. Et on a travaillé sur toute une fiche qui sera disponible et qui explique aux clients la démarche. Et pour ce faire, évidemment, on a commencé par nos équipes parce qu'il y a un énorme travail de formation interne. Et donc, c'est vrai que nous, sur chaque sujet de ce nouveau programme de Caméléo en mieux, on passe beaucoup de temps. Alors, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Nous, on travaille énormément par vidéo, par mise en situation. On fait intervenir nos partenaires parce que c'est toujours beaucoup plus ludique. Et en fait, ça permet vraiment aux gens de l'intégrer. Juste pour vous donner un petit exemple, même dans la convention annuelle de Caméléo qui se fait sous format digital, hein, évidemment, tous les intermèdes, je le dis parce que j'avais trouvé que c'était une super idée du président, tous les intermèdes étaient RSE. Et donc, moi, j'avais travaillé sur tous les grands sujets du programme Caméléo en mieux et on avait vraiment fait des petites vidéos toutes simples. Hein. Moi, j'avais envoyé j'avais travaillé avec un partenaire extérieur, mais c'était des petites vidéos de quelques minutes. Je me souviens notamment quand on est passé à l'électricité verte, c'est le partenaire qui expliquait pourquoi on le fait, etc. Ça a été très, très bien accueilli par nos équipes. Et toutes ces petites vidéos, on les envoie après à nos équipes réseau, donc même si, parce que c'est souvent les RM qui sont connectés dans les conventions, et elles-mêmes les rediffusent dans leurs réunions d'équipe. Donc, on essaie de travailler sur un petit format de vidéo très régulier qui montre toutes les avancées de notre programme, mais qui sont aussi un super moyen pour acculturer, parce que quand on pense par exemple à l'affichage environnemental, c'est quand même très technique, donc il faut pouvoir l'expliquer. Puis, par exemple, vis-à-vis de nos clientes, ça veut dire qu'il y a des produits, je ne sais pas, entre A et E, il y a des produits qui vont être forcément E, hein, parce qu'on les compare les uns aux autres. Donc, il faut aussi expliquer il faut lui donner envie d'avancer, de réfléchir à la façon dont elle consomme sans culpabiliser, vous voyez. Donc, il y a toute cette démarche-là. Et donc, oui, nous, on travaille énormément par la proximité avec nos équipes parce que c'est quand même elles qui voient les clients. Hein. On est quand même partout en France, puis dans des petites boutiques. Donc, on sait que c'est un sujet qui est… ce sujet de proximité chez nous, il est très important. Donc, on prend un sujet à la fois, en gros. Par contre, on va loin dans le sujet, que ce soit dans la formation, dans les PNV. On préfère en faire peut-être… On ne veut pas communiquer tout en même temps. On préfère prendre le temps de le faire bien pour que ce soit bien compris. Voilà. Ok. Et alors, du coup, c'est quoi les 3 éléments que vous communiquez auprès des clients? Nous, on va le faire sur l'impact carbone, sur l'eau et sur l'utilisation des ressources. D'accord. Alors, en fait, on a choisi ça aussi parce que dans le textile, forcément, on savait que la grosse partie des impacts sont nos matières. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de communiquer auprès de nos clients sur le sujet. Il y a eu pas mal de discussions avec les équipes réseau parce que même par rapport, je pense par exemple à la responsable du site e-commerce, c'est pas facile d'afficher parce qu'elle se dit, on va afficher que le produit est rouge. Vous voyez, ça freine les commerciaux. Hein. Donc, il y a énormément de travail pour expliquer que non, c'est être transparent et on sait qu'on n'est pas parfait, mais l'idée, c'est que demain, le produit soit vert, quoi. Donc, mais on joue le jeu de le dire. Hein.
Ok, super, merci beaucoup. Sophie d'EasyCash, est-ce que vous avez aussi du coup une démarche et des actions pour former les équipes en interne sur les achats? Oui, bonjour tout le monde. Alors, on a la particularité de, par nature, faire de l'achat responsable puisqu'on achète de la seconde main. Ouais. Donc, c'est un petit atout qui facilite un peu les choses. Ce qu'on aimerait là mettre en avant, c'est la notion de local, enfin de territorial en tout cas. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un principe d'économie circulaire, mais on ne fait pas grand effort puisque c'est notre business model qui est comme ça. L'idée, c'est de mettre en avant que le client de Bordeaux, par exemple, habite à Mérignac, a revendu son produit en point de vente à Bordeaux et est racheté par quelqu'un de Pessac. Donc, du coup, par le biais de ces points de vente physiques, on arrive à réaliser cette localité, en tout cas, cet achat local, et qui n'est pas ou peu mis en avant, même très peu mis en avant. Et donc, ce qu'on souhaitait faire, c'est mettre un... Alors, c'est quelque chose qu'on avait vu chez Naturalia, au Chaperon Rouge à Paris, où ils ont, d'ailleurs, si jamais il y en a qui sont là-haut, c'est un super concept à voir. Et ils ont travaillé sur une étiquette qui se met, l'étiquette de prix, qui précise que c'est du local, avec la notion de localité qui est à moins de 20 km. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien parce que facile à mettre en œuvre et du coup, ça permet de glisser un petit peu voilà, cette notion de localité sans grand effort, entre guillemets, sur le produit. Donc voilà, on réfléchit aussi évidemment hein, à mettre en avant la partie, surtout pour les produits high-tech, l'indice de réparabilité, même si on n'est pas soumis, hein, puisque c'est que pour le neuf, c'est pas pour l'occasion, à le mettre en avant et à développer cette partie-là, réparabilité, pour aller un peu plus loin que c'est vrai qu'on se croit un peu arrivé des fois quand on fait de l'achat-revente de produits d'occasion. On se dit, bon, bah, c'est déjà pas mal. Hein. On a déjà notre pierre à l'édifice. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller plus loin sur la mise en avant. Et on travaille aussi, du coup, sur les deux aspects de l'achat qui pousse à l'occasion. Donc, il y a le pouvoir d'achat et l'aspect écologique. On a été très longtemps sur le pouvoir d'achat chez EasyCash et là on essaie d'amener un petit peu cette consommation responsable, mais sur la partie chiffres environnementaux. Qu'est-ce que j'économise si j'achète d'occasion, quoi. Donc c'est plutôt de la communication pédagogique auprès du client sur la conso responsable. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on va dire la réglementation pousse sur la transparence de l'information et à chaque fois, il faut se poser la question si on veut faire un peu mieux, puisque le but de la RSE, c'est bien sûr d'aller au-delà de la loi, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour mettre en avant le critère écologique de ce produit-là et apporter cette transparence-là là, aux clients. Donc aujourd'hui, on en est là sur la partie achat responsable. Alors aussi pour la partie achat responsable, le deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est sur la confiance liée à l'achat d'occasion, qui est quand même un sujet assez fort. C'est comment on pousse la confiance sur le marché de l'occasion et on pousse le client à avoir plus confiance en des produits de seconde main. Et sur aussi la partie authenticité, qui paraît, alors c'est un savoir-faire métier, mais c'est quand même éthiquement important, c'est de s'assurer que les produits ne sont pas contrebandés, on va dire, ou volés. Et donc ça, c'est un vrai sujet d'achat-revente, dans l'achat-revente d'occasion, au comptoir en tout cas, de s'assurer de la provenance du produit et de son authenticité. Donc, c'est plutôt lié à des savoir-faire métiers, mais qu'il faut promouvoir. D'accord. Et du coup, ce qui a été proposé de plutôt passer par la vidéo, c'est quelque chose du coup qui vous parle et qui parlerait aussi à vos équipes?
Oui, ce qui nous va bien dans ce projet-là, il y a un autre concept du coup dont je peux vous parler, c'est Clarins toujours à Paris, qui a mis en place son nouveau flagship, qui a beaucoup travaillé sur la digitalisation du point de vente, avec justement ces fameux panneaux interactif. Ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est l'interaction et le passage de messages, soit du témoignage client, soit de la com qui est poussée par l'enseigne. Donc c'est vrai, et c'est un atout indéniable de mise à jour et de non-émission de flyers, de PLV ou autre documentation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet. Il faut faire très attention par contre parce que ça fait monter en flèche la consommation énergétique des points de vente, réellement en flèche. Donc c'est vrai que pour amener de la communication dans le point de vente, sur le site internet, ça reste assez facile. Sur le point de vente, c'est pas toujours évident. Et ça permet aussi de s'assurer que le point de vente diffuse la communication, parce que quand on est dans un réseau de franchise, il n'est pas toujours évident que le magasin franchisé respecte à la lettre les directives de l'enseigne. Et donc, c'est vrai que ça a le mérite de pousser en l'état une com déjà ficelée. Ok. Et je rejoins un peu ce qui a été dit sur l'achat responsable. C'est vrai que pour le client, en tout cas, il faut que ce soit autour de l'offre et du produit. Aujourd'hui, ça les intéresse que trop peu que de savoir comment on gère notre électricité, comment on gère nos usages pour réaliser le service au final. Hein. Voilà. Merci. Marine, du coup, de But, est-ce que du coup, vous avez aussi mis en place des choses pour communiquer auprès de vos vendeurs? Si ce n'est pas le cas, peut-être comment est-ce que vous souhaiteriez le faire? On ne vous entend pas pour l'instant. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, super. Je vais enlever mon casque. Alors, bonjour. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre forcément à tout parce que ça fait pas forcément très longtemps que j'ai commencé. Je sais que nous, on va travailler sur... on pense du coup à tout ce qui a une affiche environnementale, justement pour essayer de sensibiliser aussi le consommateur sur les produits et sur son choix lorsqu'il vient acheter. Pour tout ce qui est formation, on travaille beaucoup, nous, avec une plateforme e-learning. Donc, c'est le choix, je pense, premier qui va être fait. Après, je trouvais ça très intéressant, l'idée justement des vidéos de mise en situation. On a des vidéos comme ça, nous, pour tout ce qui est déjà autour, par exemple, de l'handicap, de la diversité, etc. Je pense que ça peut être intéressant aussi de le mettre en place pour tout ce qui est sensibiliser et former justement le personnel au choix justement après des produits. Voilà. Okay. Bon, du coup, dans ce que j'entends, de ce que vous me dites, c'est qu'au final, communiquer sur la réglementation pour les vendeurs, c'est quelque chose qui n'est pas forcément utile. Alors, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Pardon. Je vous pose la question à vous, mais à tout le monde aussi. En fait, c'est que si on fait effectivement une fiche ou une vidéo ou, voilà, sur les achats responsables à destination des vendeurs en point de vente, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller dans le détail de qu'est-ce que c'est de l'achat responsable, quelles sont les réglementations en vigueur. Il faut vraiment plutôt s'attacher aux aspects produits, du coup, sur ces éléments. Excusez-moi, Benjamin, mais en fait, je pense qu'il faut s'attaquer au quotidien du consommateur. Ouais. Il ne faut pas exprimer ce qu'on a envie de dire, mais il faut exprimer ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc, en fait, c'est sûr que la législation et autres, ce n'est pas particulièrement des sujets, à part peut-être une petite élite, hein, mais c'est en tout cas pas le sujet qu'ils ont envie d'aborder, je suppose, quand ils vont faire leurs courses ou flâner dans les magasins. Donc, je pense que ce qui véritablement doit
doit passer, c'est qu'est-ce que ça change dans mon quotidien, hein. C'est en permanence les sujets sur lesquels on est en train de travailler au niveau du collectif, que ce soit sur nos fameuses frises, sur tous les discours qui entourent les labellisations, sur l'opération climat, hein. C'est qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre et qu'est-ce qu'ils ont envie de comprendre. Comment est-ce qu'on peut rendre lisible et visible notre communication? Et c'est valable sur la communication achat, hein. Qu'est-ce qui va les intéresser? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont comprendre qu'on est en train de changer les choses? Non pas qu'on est vertueux, comme l'a très bien expliqué Gladys tout à l'heure, de courir, hein. Je veux dire, on n'a pas toujours la main. Donc, voilà, on n'a pas la main, mais on est dans cette dynamique. Donc, si on peut vous l'expliquer, ne serait-ce comme la ruche qui dit oui, quand vous rentrez dans le magasin, vous le sentez, vous le ressentez en fait, parce que tout de suite, on voit que les peintures, et ça nous concerne, je veux dire, on rentre dans un magasin, si on a une peinture qui nous permet de respirer correctement et de ne pas respirer des saletés, parce que, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a véritablement une histoire à raconter, hein, plus que de balancer des informations, effectivement, sur la législation ou l'autre. Je pense qu'il y a une histoire à raconter sur ce modèle qu'on est en train de mettre en place, enfin, que vous êtes en train de mettre en place les uns et les autres, soit sur le produit, soit sur la coque, effectivement, de votre point de vente, soit sur des initiatives très pointues et très particulières qui correspondent à chacun. Mais avant tout, je pense que ce dont a besoin le consommateur, c'est de comprendre en quoi vous changez son quotidien. Et je pense que la formation, elle doit effectivement venir de là. D'où ce FAQ qui est intéressant entre le client et le vendeur. Et le vendeur, oui. Voilà, bon, c'est ce qu'on a fait effectivement pour le commerçant responsable. C'est ce qu'on fait dans le cadre de l'opération climat, hein, où on n'arrête pas de créer des mises en situation. Et avant tout, ce qu'on veut, c'est effectivement pouvoir, non pas rassurer, hein, mais commencer à glisser de l'information. Bon, alors il faut bien évidemment que ces informations puissent être vérifiées et vérifiables et basées sur des éléments tangibles, hein, mais ça, c'est la seconde couche, je dirais, hein, qu'on peut avoir dans ces catalogues, dans différents autres supports. Mais je pense qu'en direct comme ça, sur ces points de vente, par l'intermédiaire du vendeur, hein, qui est le premier traducteur de la démarche, pardon, je pense qu'il doit être en quoi ça change votre quotidien. Et par les temps qui courent, ça paraît important. Merci. Ok. Est-ce que du coup, vous avez d'autres remarques? Est-ce que vous souhaitez réagir, apporter des compléments, Françoise, peut-être, pour la médiation des entreprises? Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Oui, alors, comme évidemment, moi j'ai la grille théorique des achats responsables en tête avec la norme et le label. En entendant, je trouve tout à fait logique que, bien sûr, on parle de l'impact sur l'offre et donc du point de contact avec le consommateur, entre le vendeur et le consommateur dans la boutique, bien sûr. Je me dis qu'il n'y a peut-être pas que les critères RSE qu'on a intégrés dans le produit vendu. Il peut peut-être y avoir des informations aussi autour du sourcing. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de dirigeants qui viennent au label en étant intéressés par l'axe contribution au territoire. Il y aurait peut-être à faire valoir aussi. Ça va dans la logique des circuits courts. Bon, je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait valoriser aussi sur le sourcing.
qui est une autre étape importante pour les acheteurs. Et par rapport au point que soulevait Jocelyne et que j'étais en train de soulever, et merci de me donner la parole, mais je crois que je l'aurais prise pour rebondir sur le propos de Jocelyne. On pourrait peut-être aussi commencer à expliquer par la norme et le label que ce ne sont pas des assertions mensongères, mais qu'on est dans des enseignes qui se font évaluer. Et on pourrait peut-être dire, et derrière cette affirmation, sachez qu'il y a un système de contrôle. Et là, je parle de contrôle volontaire par rapport à éventuellement ou la norme ou le label. Et donc, quand vous entrez dans une boutique qui a le label commerçant responsable, qui est dans un réseau d'enseignes, qui a obtenu le label relation fournisseur achat responsable ou qui est adossé à la norme ISO 20400, vous pouvez avoir confiance, c'est un signe distinctif. Enfin, voilà, parce que les gens qui viennent courir après des trophées en racontant la belle histoire qu'ils ont, mais qui cachent 99% de trucs pas terribles, c'est un peu facile aussi, quoi. Je veux dire, je mets un stop mark sur un truc formidable que j'ai fait, mais il y en a 99 autres où j'ai rien fait. Bon, je sais pas, ça me paraît pas très satisfaisant non plus. Enfin, c'est la différence entre je dirais être poussé en avant le truc qui nous arrange, mais c'est pas la même chose que d'avoir fait évaluer l'ensemble de ces pratiques. Donc voilà, bon, je suis un peu dans mon rôle, qui est de dire la communication est transparente, mais elle est valable, quoi, elle est contrôlée. Enfin, il y a un système derrière. Il y avait une personne tout à l'heure qui disait nous, on fait forcément des achats responsables parce qu'on est dans la seconde main. Oui et non. Enfin, si quand ils achètent, ils ne payent pas à l'heure ou s'il y a une relation déséquilibrée, ça ne sera pas responsable. Donc, l'offre, c'est un critère sur les 15 qu'on a dans notre modèle. Donc, qu'on commence par un et qu'on le mette et qu'on s'entraîne sur celui-là, ça me paraît tout à fait légitime. Donc, ça me va très, très bien. Donc, juste, je rajoute que peut-être on pourrait raconter aussi des choses autour du sourcing. Et 3, qu'en arrière-couche ou en seconde couche, comme Jocelyne a utilisé l'expression, expliquer ce qu'on vous dit, c'est contrôler, ou enfin on a une démarche en tout cas pour le rendre de plus en plus systématique. Enfin, la démarche, voilà, à la fois de progrès, de pilotage, de management, de contrôler. Bon, j'aurais bien essayé de glisser la deuxième couche. Voilà. D'autant qu'elle est intéressante, cette deuxième couche, parce qu'elle est volontaire. Oui, c'est ça. Là, ça, c'est intéressant. Je veux dire, enfin, bon, dans la compréhension du discours à transmettre, et pour le vendeur d'ailleurs, et pour le client, je veux dire, le fait de dire mon enseigne est dans une démarche volontaire d'amélioration, c'est quand même déjà assez fort, quoi. Hein. Ça veut dire qu'elle a pris conscience et qu'elle s'attelle à la tâche, quoi. Hein. Et puis après, on a quand même tout le sujet de ces enseignes par nature. Alors je vais peut-être y aller un peu vite, mais on va dire que c'est quand même des grands clients. Et du coup, ils peuvent peut-être, pour un certain nombre, avoir un impact par rapport à des TPE, PME. Et donc, la vitalité économique, voilà, le respect de je paye à l'heure mes factures, etc. Enfin, ils peuvent aussi avoir dans les clients les 3-4 millions de chefs d'entreprise qui sont patrons de leur TPE, PME et qui rentrent dans la boutique acheter une paire de chaussures ou avoir un rendez-vous avec le conseiller commercial de la Poste. Enfin, voilà, ça fait quand même aussi du monde, quoi, hein, qui est aussi chef d'entreprise et qui de temps en temps va faire ses courses quand même. Donc, il pourrait y avoir ce lien-là en deuxième couche, hein, mais
C'est important, oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres réactions parmi les participants? C'était une question que je m'étais posée sur Bureau Vallée, par exemple. Je méconnais peut-être le business model, mais je me dis que ce n'est pas forcément la veuve de Carpentras qui est la cliente de Bureau Vallée. C'est peut-être plutôt des entreprises, non? Enfin, je me trompe peut-être, mais du coup, enfin, je pensais ça pour la Poste aussi. Il doit y en avoir un certain nombre qui ont quand même des chefs d'entreprise dans leurs clients. Sur ces métiers-là, oui, bien évidemment, oui, bien sûr. Non, non, mais il ne faut pas penser non plus qu'on s'adresse uniquement à ce qu'on appelait, je ne sais plus, la ménagère de plus 50 ans ou je ne sais pas quoi. Enfin, il ne faut pas non plus penser qu'on s'adresse à des gens qui font partie, je veux dire, aujourd'hui, de cette dynamique collective qui fait que maintenant, on a des réflexes, quoi. On a des réflexes qu'on n'avait plus avant. Donc, s'il faut qu'on aille chercher ces réflexes, c'est un peu plus compliqué que, effectivement, si on nous les apporte à l'entrée du magasin de façon plus ou moins simple, pour qu'on essaye, effectivement, alors qu'on ne soit pas non plus harcelé d'informations, bien évidemment, mais le fait de rentrer dans un univers qui est en transformation et qu'on nous interpelle là-dessus, c'est effectivement quelque chose. J'ai bien aimé tout à l'heure, je crois que c'est Violaine qui parlait d'un mur. Bon, voilà, je veux dire qu'il y ait un espace comme ça un petit peu dédié où les gens peuvent aller se nourrir au fur et à mesure des visites. Bon, voilà, moi, j'apprécie ce genre de choses en tous les cas. Bon, bien évidemment, comme vous tous, pour être sensible, moi, dès que je vais dans un magasin, et même certaines marques dites très responsables, c'est vrai que je cherche où est cette information, quoi. Elle est soit diluée, soit non présente, et puis surtout pas dans le discours du quotidien, effectivement, des vendeurs. Donc, c'est pour ça qu'on veut aujourd'hui agir. Alors, on a parlé de fiches actions, on aurait pu parler, parce que c'est notre langage dans le cadre de la plateforme Commerçants Responsables, mais je pense qu'il faut parler de support pour pouvoir, il faut absolument qu'on trouve des supports. Et on va s'atteler à la tâche maintenant qu'on a récupéré déjà un peu toutes ces informations. On va vous faire des propositions, mais il faut vraiment qu'on réfléchisse à différents supports qui pourraient vous apporter un peu plus de clarté et surtout que vous pourriez adapter ensuite, puisqu'on le voit bien, vous êtes dans des problématiques et des cas très différents, suivant bien évidemment le produit, l'importance du point de vente, etc. Mais je pense qu'il faut trouver différents supports, sachant que le fil conducteur, c'est toujours la même chose, quoi, rendre lisible, visible et essayer de parler dans un langage courant au consommateur qui aujourd'hui est en attente. Et bien évidemment, on se tournera vers vous pour vous demander, on va avancer dans ce sens-là, on va proposer des choses et on vous les adressera au fur et à mesure. Et le fait de pouvoir créer comme ça des petits comités, comme on vient de le faire ce matin, de réflexion, d'avancement, voilà, on va essayer au fur et à mesure des supports sur lesquels on va avancer, de vous faire des propositions pour qu'on puisse les nourrir tous ensemble et les faire évoluer pour qu'ensuite elles puissent, encore une fois, être adaptées par chacun d'entre vous. Tout à fait. D'ailleurs, on a du coup prévu le 11 janvier prochain, du coup, de refaire un atelier justement pour qu'on puisse vous présenter déjà un certain nombre de choses. C'est là que je suis contente de savoir qu'ils ont jusqu'au janvier pour faire des propositions. Et du coup, nous, on va y travailler, le collectif, la médiation des entreprises et SGS. On va digérer un petit peu tous les éléments que vous nous avez donnés et on va effectivement commencer à travailler sur des supports qu'on vous proposera, qu'on vous présentera du coup le 11 et qui servira du coup de base d'échange
et qu'on améliorera tous ensemble pour pouvoir aboutir à quelque chose de pertinent pour vous tous. Il faut d'abord travailler sur les contenus et après sur le support lui-même, quoi, hein. Ouais. Merci en tous les cas de toute cette matière, hein, et de tous ces contenus partagés ce matin. C'était très agréable et très enrichissant. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Et bonne journée à tous. J'en profite pour vous rappeler. Oh, pardon, Benjamin. Bonne journée. Il n'y a pas de souci. Mardi prochain, donc le 7, on a un atelier avec Market Value sur la création d'un référentiel point de vente circulaire et on va parler du coup de la location. Et ce sera Bocage qui interviendra avec du coup la responsable RSE du groupe ERAM, Isabelle Desfontaines, qui présentera du coup leur démarche. Voilà. Et Jocelyne l'a dit aussi en introduction, le 9 décembre, venez nous retrouver à l'usine T à côté de Saint-Denis pour le New Retail Forum où vous aurez plein de belles choses à découvrir, donc notamment la matériothèque, des outils de sensibilisation, une exposition, la remise des rewards, des tables rondes. Voilà, plein de belles choses pour vous. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir à tous. Bye bye. Au revoir. Ah.